Donc, je reviens. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, c'est bon. On vous reçoit 5 sur 5. Voilà. Donc, je disais que dans toutes les démocraties modernes, il y a quelque chose d'indispensable, c'est-à-dire permettre à la population de s'exprimer. Cette manière de s'exprimer, j'avais dit que ça peut passer par plusieurs voies. Ça peut être fait par la parole. Il y en a qui vont le faire par des gestes et d'autres qui ont demandé à ce que ça soit fermé, c'est-à-dire secret. C'est ce que beaucoup de démocraties ont accepté et ont décidé de faire. Et en ce qui concerne cela, nous devons savoir que même si il y a le mimétisme, c'est-à-dire il y a une certaine copie que nous, en tant qu'Africains, surtout l'Afrique francophone, on fait tout le temps, c'est-à-dire reprendre tout ce que la France demande ou bien exige de le faire, souvent il est temps de voir avec nos réalités, et ça, je crois que je vais y revenir. Donc, quand on parle de démocratie, on fait allusion à ce qui permet à chaque citoyen de montrer ce qu'il veut réellement à l'égard d'une personne ou bien à l'égard d'un groupe de personnes, ce qu'on appelle les partis politiques. Et je disais que tout à l'heure que c'était à cause de ça que j'ai posé des questions suivantes, à savoir qui peut voter et dans quelles conditions il peut voter. Qui peut voter renvoie à plusieurs autres questions. Quand on répond à la question du qui, on est obligé de répondre à la question du comment. On est obligé de répondre à la question du comment. Quand je dis qui, il y a des conditions qui s'imposent. Quand je dis comment, le comment fait allusion aux moyens ou bien les conditions de déroulé que doit se dérouler le scrutin. Et le terme scrutin renvoie toujours à la manière ou bien au mode de désignation. Et je disais tout à l'heure aussi que on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler d'élection sans pour autant expliquer les termes qui sont bien définis par la Constitution sénégalaise, ce qui renvoie à ces trois pouvoirs qui garantissent la paix et le bon fonctionnement des institutions de l'État, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, qui coordonnent l'élection, qui coordonnent et qui veillent à ce que tout soit parfait et bien respecter les libertés individuelles et fondamentales. Ce qu'on appelle maintenant le pouvoir exécutif qui renvoie à bien à l'organe qui rend exécutoire toutes les normes juridiques, les lois. Le pouvoir législatif qui fait les lois. C'est pourquoi quand Montesquieu faisait cette théorie, il a employé les deux. Il disait que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais le pouvoir judiciaire était mis à côté. Pourquoi? Parce que le pouvoir judiciaire n'était là que pour concilier les deux, faire en sorte que les deux puissent s'entendre. Donc, et le législatif a mis sur place un code qui permet de désigner les représentants de la population. Et ce code, il faut qu'il y ait un décret d'application venant de l'exécutif. Donc, vous voyez que ils sont interdépendants. Et lors de l'élection, c'est le pouvoir judiciaire maintenant qui souvent s'y mêle pour qu'il y ait des élections transparentes. Donc, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est de savoir comment se passe l'élection. Qu'est-ce qu'une élection? L'élection, c'est comme une mode de désignation des personnes qui doivent gérer ou bien qui doivent diriger. Ça peut être au niveau local, ça peut être au niveau régional, ça peut être au niveau national. Et cette élection exige des conditions qui sont liées à l'électorat, à leur organisation, aux campagnes électorales et de la manière dont doit se faire ce qu'on appelle les systèmes électoraux. Et en ce qui concerne cela, on va d'abord démarrer par l'organisation du scrutin qui tourne autour de plusieurs éléments tels que la représentation.
La représentation, comme je le disais tout à l'heure, ça renvoie au parti politique qui cherche à représenter une population au niveau national ou au niveau local. Pourquoi? Pour les permettre ou bien pour les aider. C'est ça, en fait, le but de la politique. Le but de la politique est un but noble, vraiment noble. Ainsi, les personnes à représenter, c'est-à-dire la population. On parle de la population. Les personnes à représenter renvoient à la population. Et quand on parle de la population, par exemple, au Sénégal, on peut dire que s'il y a 16 millions, 17 millions ou 20 millions d'habitants, on doit représenter ces 17 millions d'habitants. Cependant, ce n'est pas tous les 17 millions d'habitants qui vont voter. Peut-être il n'y a que 2 ou 3% qui vont voter pour tout le reste de la population. C'est pourquoi le vote est si important. C'est très important. On nous dit aussi le déroulement du scrutin. Ça renvoie au comment. Ça renvoie au comment. Et le comment parle de procédure. Quelle est la procédure à suivre? Quel mode de scrutin? Donc, tout cela doit être prévu par la loi pour qu'il n'y ait pas l'arbitraire. Parce que le problème, c'est de tout faire pour lutter contre l'arbitraire. On dit que la représentation se manifeste autour de la candidature et de la campagne. Effectivement. Et le terme manifeste est aussi important. Si on ne manifeste pas ses envies politiques, si on ne manifeste pas ce qu'on désire réellement, on ne peut pas en douter, on ne peut pas le flairer, on ne peut pas se dire que telle personne veut telle chose ou telle chose. Il faudra que ça soit manifeste. C'est pourquoi les partis politiques font ce qu'on appelle de la propagande. C'est normal. C'est normal de faire de la propagande pour que les gens puissent comprendre l'idéologie véhiculée par le parti politique. On nous dit que la candidature est en principe libre, mais il faut jouir de ses droits civils et politiques. Et tout à l'heure, j'ai expliqué, les droits civils, pour ceux qui ne le comprennent pas, renvoient à tout ce qu'une personne peut faire individuellement. C'est-à-dire tout ce que la loi permet à un homme de le faire sans offenser ou violer les lois. Et les politiques est beaucoup plus large parce que ça renvoie à ce qui touche à un ensemble de personnes, si vous voulez, parce que quand on fait de la politique, on doit être de bonnes mœurs. Au moins, il y a un minimum exigé, etc., etc. aussi. Même si la représentation est libre, la candidature est libre, il y aura forcément des limites pour ne pas permettre à tout le monde d'avoir accès. On dit que tout Sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. Effectivement, l'âge, on va le voir tout à l'heure. Les cas d'incapacité et d'inéligibilité, ça doit être prévu par la loi, mais cela ne va pas se limiter seulement sur ça. Il sera obligatoire à l'encontre de chaque personne ou bien d'une personne qui désire être candidat de prouver d'une manière externe, c'est-à-dire manifeste, dans un organe créé, ce qu'on appelle la Commission électorale nationale autonome. Sans cela, vous ne pouvez pas être candidat. Et quelles sont les conditions à remplir pour être candidat? Il faut être sénégalais d'abord, c'est le minimum. Il faut être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans, au plus le jour du scrutin. Il faut jouir de ses droits civiques et politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle. Et ça aussi, on va y revenir après, parce que cette partie pose problème. On voit à l'Assemblée des personnes qui ne peuvent ni lire ni écrire, qui ne comprennent rien de ce qu'on dit là-bas, ce qu'on se dit là-bas, et pourtant ils nous représentent. Nous avons les cas d'incapacité, qui renvoient à une absence de l'aptitude légale à exercer le droit de vote. Donc, ça peut être des politiciens qui ne jouissent plus de leurs droits civiques et politiques, comme ceux qui subissent des condamnations, etc., etc. Mais aussi, il y a des personnes, par exemple, un enfant qui n'a pas encore l'âge de 35 ans ne peut pas. Il est dans cette cas d'incapacité. Donc, il y a des cas
où c'est la loi qui détermine qui peut et qui ne peut pas. Et l'inéligibilité qui renvoie aux limites juridiques à la liberté de candidature fixée par la loi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, même s'ils le voulaient et qu'ils le prouvaient, ils ne peuvent pas être candidats. On a aussi le cas d'incompatibilité. À l'exemple, au Sénégal, on a ce problème. Parfois, on entend des députés maires. Tout ça, la loi doit revoir. Parce qu'un maire, s'il travaille correctement, n'a pas le temps d'être à l'Assemblée. Un député qui travaille correctement n'a pas le temps de s'occuper de la mairie. Et ça, à coup sûr, on doit tout faire pour vérifier, pour voir. N'est-ce pas? C'est pour éviter une certaine collision. Là, on nous dit fonction de président et de maire, mais ça, c'est minime. Moi, je trouve que les députés maires ne doivent plus exister au Sénégal. Et la campagne, la propagande, si on veut, elle peut être perçue comme l'ensemble des moyens de propagande utilisés pendant une courte période. Elle vise à convaincre les électeurs. Plusieurs moyens de communication sont utilisés. La communication traditionnelle, parce que nous savons qu'avant, on utilisait les tam-tams. Souvent, c'était des haut-parleurs et les voitures passaient de gauche à droite, sillonnaient et parlaient pour sensibiliser, souvent, faire de la propagande. Maintenant, ça a changé avec la télécommunication, l'apparition de la télévision, l'apparition des téléphones portables, l'apparition de YouTube, l'apparition de plusieurs sites, Facebook, etc. etc. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus fluide. L'information passe plus vite. La candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes. Et candidat indépendant, celui qui n'a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins 1 an. Ça aussi, c'est une bonne chose de limiter, de fermer pour que tout le monde ne puisse pas avoir accès à certains avantages. Donc, à la fin de la campagne électorale, on dit que le scrutin se déroule, c'est-à-dire le vote. On connaît maintenant comment être candidat. On connaît comment doit se passer la campagne. Maintenant, il nous faut voir maintenant comment doit se dérouler le vote. Et parler du vote renvoie aux personnes concernées qui doivent voter. Qui doit voter? C'est une question que doivent se poser tous Sénégalais. Qui doit voter? Il y a aussi des critères que la loi impose. Il faut d'abord être de nationalité sénégalaise, comme tout à l'heure, pour être candidat. Être âgé de 18 ans. Oui, il faut être âgé de 18 ans accompli, c'est-à-dire au minimum avoir 18 ans. Ou bien être un étranger naturalisé sénégalais qui n'a conservé aucune autre nationalité en application de l'article 16 bis du Code de la nationalité sénégalaise. Être une femme étrangère qui a acquis la nationalité sénégalaise par mariage au moment de la célébration ou de la constatation du mariage, sauf opposition du gouvernement par décret pendant un délai d'1 an en application de l'article 7 du Code de la nationalité sénégalaise. L'individu ne doit pas être un étranger, ni être condamné pour crime ou être condamné à une peine. Ça aussi, ça fait partie des restrictions. Ensuite, détenir une carte d'électeur, avoir son nom sur l'extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale où se trouve sa résidence. Et ça, je crois que récemment, beaucoup de personnes l'ont compris. Avant, les personnes ne le comprenaient pas parce qu'il y a eu beaucoup de propagation par rapport aux candidats à cause des élections territoriales qui vont se dérouler très bientôt. J'ai vu une forte sensibilisation à ce que les gens puissent aller s'inscrire dans les listes pour pouvoir voter. Donc, c'est important. Le vote est important. Le fait avant de parler de vote, il faut connaître d'abord quelles sont les conditions pour être un électeur. C'est-à-dire pour avoir au moins, pour pouvoir donner son opinion sur ces 17 millions, 20 millions d'habitants, il faut parfois penser que, ou bien réfléchir à savoir que est-ce que ma voix peut compter, ma voix peut aider. Chaque citoyen, chaque Sénégalais doit réfléchir en ces termes, à savoir que si je ne vote pas, est-ce que, parce que
dans toutes les démocraties, il y a des démocraties où le vote est obligatoire. Il y a des démocraties où le vote est fait sous forme de pénalité. Si vous ne votez pas, vous pouvez être sanctionné, etc., etc. On n'est pas encore arrivé à cette étape au Sénégal ou bien en Afrique, mais il est important que la population puisse comprendre que si nous voulons faire bouger les choses, si nous voulons que les choses changent et que les politiciens savent que si vous voulez qu'on vote pour vous, vous devez réaliser, nous montrer que vous aimez votre pays, à coup sûr, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Et il est temps que cela change. Maintenant, on va voir le vote. Le vote est organisé en vue de l'élection présidentielle, des élections législatives et du référendum. J'ai oublié de mentionner aussi des élections locales aussi, n'est-ce pas? Il est secret, ça c'est normal, parce que dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent permettre d'assurer le secret du vote, tout en permettant de ne pas dissimuler au public les opérations électorales. C'est-à-dire là, on parle des décomptes, des bulletins de vote, etc., etc. Normalement et logiquement, on doit les filmer devant tout le monde et comme ça, il n'y aura plus de fraude. L'article L81 dit que le vote de l'électeur est constaté par sa signature. Est constaté par sa signature ou s'il ne s'est pas signé par l'opposition de l'empreinte digitale de l'un de ses doigts préalablement roulé sur un encreur à tampon sur la liste électorale en marge de son nom. Ça, je me rappelle très bien, nos mamans, lorsqu'ils allaient voter, à leur retour, vous allez constater sur leurs doigts de l'encre parce qu'ils ne savaient pas signer la majorité. Et même finalement, les jeunes, même s'ils savent signer, souvent, par paresse, préfèrent mettre l'encre uniquement pour venir dire aux autres qu'on a voté pour la première fois. Ça nous est arrivé, si je ne me trompe, à l'élection présidentielle de 2001. Donc, c'était l'essentiel qu'il fallait comprendre sur les modes de scrutin comme résumé. Mais il y a des détails, peut-être je vais vous laisser la possibilité, si vous avez des questions, de les poser. Si vous avez aussi des remarques ou bien des suggestions de les dire, comme ça on va essayer d'harmoniser parce qu'il y a un autre format que je vais convertir peut-être en format PDF qu'on va partager pour que vous ayez un petit aperçu sur l'élection et sur l'importance de l'élection et sur l'importance même de comprendre les modes de scrutin. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite exposé, ce petit exposé, nous permettant de mieux appréhender, de mieux comprendre comment doivent se passer les élections, parce que ce format PowerPoint était un peu plus court que prévu, parce qu'il y a un autre document que je dois vous montrer, qui est un document qui est beaucoup plus détaillé en format Word, que je vais partager avec dans le groupe plus tard, pour que vous ayez au moins un aperçu sur l'importance de l'élection, sur l'importance aussi de la politique, sur l'importance aussi de connaître les règles qui gèrent les soubassements de la politique. Donc, sur ce, je repasse la parole à Prési Youssoufa, si vous êtes là, si vous m'entendez, avant d'entamer l'autre partie. Si vous avez aussi des questions, je serai à l'écoute. Voilà, merci professeur. Merci beaucoup pour l'exposé. Comme il l'a dit, donc il y a un document beaucoup plus exhaustif qu'il m'avait envoyé sous format Word, je pense, qu'on pourra éventuellement partager avec les autres membres au niveau du groupe. Maintenant, comme je vous l'ai signalé hier, nous sommes dans un contexte, avant de donner la parole, avant les questions, nous sommes dans un contexte où, pour aller au niveau des élections locales, il y a un arrêté ministériel qui est sorti, donc qui définit un peu, qui recadre un peu tout ce qui est montant caution, quel type de parti ou de coalition de partis peuvent aller aux élections. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements là-dessus?
Donc, après cela, peut-être on pourra entamer les questions et réponses. C'est bon, professeur, vous me recevez? J'avais désactivé le micro. Voilà, c'est bon. Allô? Oui, Alors, on professeur. m'entend, je crois. Voilà, là, je vous entends bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions d'abord par rapport à l'exposé tout à l'heure? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... On m'entend? Vous m'entendez? Oui, oui, on te reçoit. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut dérouler le fichier, le format, le fichier Word. Ah, sûrement, vous n'avez pas entendu ma question, donc. Bon, mais non, je n'ai pas entendu. Je laisse le soin à Tierno Tchoban de poser sa question. Moi, je reviens sur la mienne. Tierno, vas-y. D'accord. Tchoban, tu peux y aller. Est-ce que le micro, il faut activer son micro. Hein? Voilà, c'est bon. Ce n'était pas autorisé, au fait. Voilà, il faut activer son micro. C'est ça, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Youssou. Merci à professeur pour la clarté de l'exposé. Nous avons suivi avec intérêt. Nous vous remercions vraiment pour la générosité dans le partage. C'est vraiment clair et ça nous a permis un peu de se mettre à niveau par rapport au processus électoral, au code électoral. Bon, moi, j'ai juste quelques questions, 2 questions peut-être, surtout par rapport aux restrictions relatives à l'inéligibilité. C'est-à-dire à l'éligibilité. Oui, par rapport au L29 et 30. Si je me trompe pas, je pense que c'est bien ça. Donc là-bas, il y a des restrictions relatives, par exemple, à des condamnations et autres. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que s'il y a ces restrictions-là, est-ce qu'il existe des dispositions du point de vue juridique pour permettre à ces gens qui sont condamnés-là de recouvrer leur droit de vote? Bien sûr. Voilà, mais il faut comprendre toutefois. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'était des clarifications par rapport au mode de scrutin. Je sais que vous en avez parlé, je pense, en fait de diapo. Mais bon, parce que moi, les modes de scrutin, il y a deux points que je voulais clarifier. C'est le mode proportionnel et majoritaire. Bon, là, je voulais des clarifications dessus et leur applicabilité lors des prochaines expériences également. D'accord. Je ne sais pas si... donc, si, ça est là. Le document, je l'avais prévu. Ouais. Je ne sais pas si vous suivez. Vous avez vu le document? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Hein? Voilà, le document est là. Après, je vais dérouler cette partie. Comme c'est cette partie que je n'ai pas pu terminer avec la présentation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en parlant des conditions d'inéligibilité, ça vise déjà à mettre à l'écart ceux qui ont subi des condamnations. Par exemple, si la personne est condamnée pour 10 ans, ça veut dire qu'il ne peut pas se présenter pour 10 ans. Il est condamné. Déjà, il ne peut pas être candidat. Il est en prison. Mais dès lors qu'il sort et qu'il revient dans la vie civile, ça veut dire que là, il a la possibilité maintenant de poser sa candidature. Ça, il faut le savoir. Même s'il a subi un emprisonnement pour un délai, une fois qu'il purge sa peine, je pense qu'il a la possibilité de recouvrer sa liberté, c'est-à-dire de retrouver ses droits civils et politiques. Ça, il faut le savoir. Il y a aussi le cas de ce que le président fait souvent. Parfois, le président peut gracier. Il peut gracier des personnes qui ne jouissaient pas de leurs droits civils et politiques. Et à partir de là, ils ont la possibilité s'ils veulent participer au développement de leur pays, ils peuvent éventuellement être candidats s'ils le veulent. Donc, il y a des textes en parlent.
que ça soit le code pénal, que ça soit le code électoral. Beaucoup de textes en parlent et qui permettent à la personne, une fois condamnée, de retrouver sa liberté et de pouvoir revenir dans la vie sociale. Parce que le but même de la condamnation, c'est de corriger la personne pour qu'il revienne dans la société, pas de le condamner indéfiniment. S'il perd ses libertés, c'est pour qu'après qu'il puisse revenir et recouvrer tous ses droits afin de pouvoir les exprimer librement, sans contrainte, etc. etc. Est-ce que je crois que c'est cela qu'il faut comprendre quand on parle des cas d'inéligibilité. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'une fois que vous avez purgé votre peine, vous recouvrez vos droits vos droits, voilà. Vous retrouvez vos droits civils et politiques. Si on vous condamne pour 3 mois, vous sortez, même si dans le casier on m'est condamné, mais vous jouissez de vos droits. Vous jouissez de vos droits. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas, parce que les Sénégalais ne le comprennent pas, que aller en prison ne veut pas dire perdre sa dignité ou autre. Aller en prison, ça veut dire qu'on a fait une erreur, on a fait des bêtises, et on doit y aller pour être purgé et pour revenir dans la société. Malheureusement, les Sénégalais ne le voient pas comme ça, ils ne le comprennent pas comme ça. D'accord. Ok, merci. Voilà, donc pour l'autre question qui parle sur les modes de scrutin, je déroule pour quelques minutes les systèmes électoraux pour permettre de bien comprendre le système. Ici, nous avions de base, nous avons deux modes de scrutin. Il y avait le mode de scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle. C'était votre question. Oui. Il faut aussi voir le scrutin uninominal et le scrutin de liste. En plus, il faut noter l'existence d'un système mixte qui combine les deux. Parce que nous, en Afrique, on a toujours tendance à mixer les deux. On a toujours tendance à chaque fois, quand il y a le mode français et le mode américain, de les concilier et de mixer pour dire qu'il y a un système mixte. Selon les théoriciens, il y a toujours un système mixte. On concilie les deux, on combine les deux pour voir. Donc, on dit, après les avoir étudiés, nous exposerons quelques notions sur leur influence et sur les systèmes, sur le système politique. Excusez-moi, professeur. Bon, on ne reçoit pas l'écran, hein, je ne sais pas. Vous ne recevez pas l'écran? Attends, je diffuse. Hein. Attendez. Pourtant, l'écran est partagé. Ou bien c'est à mon niveau. Les autres, vous recevez l'écran? Est-ce que... Je confirme, on ne reçoit pas l'écran. Ça ne vient pas. Attendez, je mets en pause et je reprends. C'est bon. Tu désactives, ensuite tu reprends peut-être. D'accord. Désactive le partage, après tu le... Attends, je mets un nouveau partage. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est bon maintenant. Je pense que voilà. Voilà, c'est OK. Voilà, c'est bon, voilà. Donc, en ce qui concerne le système électoral, nous avons deux. Les deux grands systèmes de base sont le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle. La représentation proportionnelle. Il faut aussi avoir le scrutin uninominal, le scrutin de liste. En plus, il faut noter l'existence d'un système mixte. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on a tendance, nous, en tant qu'Africains, de toujours parler du système mixte. C'est ce qui nous est arrivé avec les régimes politiques aussi. Les différents modes de scrutin. On distingue aussi le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle. Le scrutin majoritaire. Le scrutin majoritaire permet d'attribuer la totalité des sièges aux candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Ce scrutin majoritaire peut être à 1 ou 2 tours. Vous savez qu'on a ce genre de système ici au Sénégal. Dans le scrutin majoritaire à 1 tour, est élu celui qui a le plus de voix. Peu importe si la majorité est relative, il est utilisé en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et je pense que c'est la meilleure des choses qu'il faut faire. Avec le scrutin majoritaire à 2 tours, le candidat ou la liste ne sont élus au premier tour que s'ils obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. La majorité absolue, nous le savons. Ça veut dire que, par exemple, si sur 100, si la personne obtient 55 ou bien 60 voix, il obtient la majorité absolue. Donc, exprimer avec le cas échéant une condition supplémentaire et représentative.
Exemple, élection législative en France. Pour être élu, 50% des voix plus une avec un taux de participation d'au moins 25% des candidats inscrits. Et c'est la même chose qu'on a repris pratiquement au Sénégal. Au second tour, la majorité relative suffit, c'est-à-dire lorsqu'il y a une triangulaire, c'est-à-dire on a 100%. Si vous avez 51 voix, 52, vous devenez la majorité relative. Une voix peut vous permettre de gagner. C'est lors du second tour que certains sont éliminés, effectivement. En effet, généralement, n'y participent que les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix ou ceux ayant atteint un certain seuil de suffrage, on dit qu'ils sont en ballottage. Si vous regardez au Sénégal en 2001, c'est ce qui a permis à Maître Abdoulaye Wade de gagner, c'était ça. Il était en tête avec Abdou Diouf et finalement, il a parlé de coalition. C'est ce qui lui a permis de gagner. Donc, les deux en tête vont aller en second tour. Dans le scrutin à 3 tours, utilisé pour l'élection du maire et des conseillers en France, il faut obtenir la majorité absolue. Enfin, dans le cadre à tour multiple, il faut obtenir la majorité absolue pour être élu et non organisé. Et on organise alors autant de tours qu'il est nécessaire pour l'obtenir. L'élection du président sous le 3e et 4e République. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas la majorité, vous pouvez revenir en arrière, revenir en arrière, plutôt en avant. Il y aura beaucoup plus de votes et ces manières, ces modes de scrutin ne peuvent pas être effectués au Sénégal parce que le coût de l'élection est assez élevé en Afrique. Donc, et comme l'organisation aussi n'est pas très bien faite, ça sera très compliqué de passer à ce mode de scrutin à 3 tours ou à plusieurs, à tours multiples. Ça aussi, il faut le savoir. La représentation proportionnelle, elle consiste à attribuer à chaque parti qui représente une liste un nombre de sièges proportionnel au nombre total de voix recueillies. Elle consiste à attribuer à chaque parti qui représente une liste un nombre de sièges proportionnel au nombre total de voix recueillies. Si vous faites le constat, l'élection législative au Sénégal, ça se fait comme ça. Dans tous les cas, il faut au préalable calculer le quotient électoral, c'est-à-dire déterminer le quotient électoral. On divise le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Autrement dit, chaque liste, dans un premier temps, aura autant d'élus qu'elle contient de fois le quotient électoral. Donc, prenons l'exemple des élections législatives. Il faut dans un premier temps diviser le nombre de suffrages recueillis pour chaque liste par ce quotient. Le calcul ne permet jamais de répartir la totalité des sièges. Il en reste un certain nombre de sièges qu'il faut attribuer à ce stade à deux méthodes. À ce stade, deux méthodes sont proposées. Le plus fort reste, la plus forte moyenne. La méthode du plus fort reste. Il consiste à attribuer les sièges restants au parti qui a le plus grand nombre de voix de reste. Ce système favorise les petits partis qui, sans atteindre le quotient électoral, réunissent un nombre de voix représentant un reste appréciable. Je pense que cette méthode a aidé le candidat Ousmane Sonko. La deuxième méthode est celle de la plus forte moyenne qui favorise les plus grands partis. Elle consiste à diviser pour chaque parti le nombre total des voix obtenues par le nombre total obtenu des sièges grâce au quotient plus un siège. La liste qui obtient la plus forte moyenne obtient le siège restant et on renouvelle l'opération jusqu'à épuisement des sièges. Parfois aussi, il y a certains pays qui ont tendance d'appliquer cette méthode lors des élections législatives aussi. On passe au mode de scrutin uninominal et le scrutin de liste. Dans le scrutin uninominal, l'électeur ne vote que pour un seul candidat, un siège par circonscription. C'est le cas des élections présidentielles au Sénégal. Ce mode de scrutin met en avant le lien entre l'élu et l'électeur parce qu'on vote pour celui que l'on connaît, effectivement. C'est pourquoi c'est l'importance même de la campagne électorale. Permettre à ce que les gens vous connaissent pour que vous puissiez avoir un certain électorat. Ce qui constitue un risque puisque ce ne sont pas toujours les idées ou programmes qui guident le choix des électeurs. C'est ce qui nous a menés là où on est aujourd'hui. On n'a pas voté par rapport à un point de vue, mais on a voté par rapport à une personne qui nous a exigé, qui nous a demandé, qui nous demande tout le temps de lui faire confiance. On lui fait confiance et au finish, ça va se retourner contre nous. Dans le scrutin de liste,
L'électeur vote pour plusieurs candidats inscrits sur un même bulletin ou une même liste, les élections législatives par exemple. N'est-ce pas? On nous dit la liberté de choix de l'électeur dans le cadre de la liste peut être plus ou moins grande. En effet, la liste peut être bloquée. Dans ce cas, les électeurs peuvent modifier l'ordre de la liste, vote présidentiel. L'électeur peut même rayer certains noms de la liste et les remplacer par d'autres noms figurant sur d'autres listes, ce qu'on appelle le panachage. On remarque ainsi que le panachage et le vote préférentiel donnent une liberté aux électeurs par rapport aux partis politiques. Et pourquoi ne pas le tester au Sénégal? Cela peut changer beaucoup de choses et éviter même les coalitions. Le scrutin de liste met plus l'accent sur les idées ou programmes, alors que dans le scrutin uninominal, ce n'est pas toujours le cas. Le scrutin de liste est majoritaire ou proportionnel. Par contre, le scrutin uninominal est nécessairement majoritaire. Donc, l'un se base sur une majorité relative, l'autre se base sur une majorité absolue, si on veut le dire. Maintenant, on a un système mixte. Le système mixte, ce sont des systèmes qui tentent de combiner les deux principaux modes de scrutin afin d'éviter leurs inconvénients et de cumuler leurs avantages. L'idée est de consolider l'existence d'une majorité permettant une certaine stabilité du pouvoir avec une représentation équitable de l'opposition. Favoriser la démocratie pluraliste, il s'agit en réalité d'un scrutin majoritaire avec comme collectif proportionnel. Les systèmes électoraux influent sur le régime politique selon le mode de scrutin adopté. Pour certains procédés, il faut renforcer l'équité et l'égalité entre les partis politiques. Le scrutin majoritaire à un tour est un scrutin simple, mais également brutal, voire injuste. Il est appliqué essentiellement dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Grande-Bretagne. Si vous faites le constat, dans ces pays, souvent, il n'y a que deux partis politiques qui partent. Si vous n'êtes pas si fort, vous ne pouvez pas y aller. Donc, vous devez être un bon candidat, vous devez être apprécié pour au moins qu'il y ait une certaine confrontation. Ce qu'on voit rarement au Sénégal avec des milliers de partis politiques qui peuvent générer aussi des problèmes de choix. Pour éviter la dispersion des suffrages, les partis sont amenés à se regrouper. Les électeurs vont, pour leur part, voter utile, c'est-à-dire accorder leur voix aux formations qui ont le plus de chances d'être élues. C'est pourquoi on peut lire, comme Maurice Duverger, que le scrutin à un tour tend à favoriser le bipartisme. Vous savez, au Sénégal, plutôt aux États-Unis, pratiquement, on a deux partis. À chaque fois, on a les deux qui jonglent. Il est vrai que le scrutin à un tour amplifie la victoire du parti majoritaire et la défaite du parti minoritaire. Le scrutin majoritaire a un effet moins net d'une part. Tous les partis peuvent se présenter au premier tour et l'électeur a un choix assez large d'autre part. Je pense que jusque-là, ça va. Donc, on nous dit, le scrutin majoritaire a des effets moins nets. D'une part, pour les partis peuvent se présenter au premier tour et l'électeur a un choix assez large. D'autre part, le second tour contraint les partis politiques à des alliances et des désistements. La réglementation permet d'ailleurs d'accentuer ces craintes en exigeant un certain pourcentage pour avoir le droit de se présenter au second tour, d'où la formule au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Et l'élection aussi, je me rappelle aussi de l'élection de 2001 avec Maître Abdoulaye Wade. Je crois que c'est ce qui s'est passé. On considère alors, d'une manière générale, que le second est plutôt favorable aux partis politiques modérés et que les reports de voix se font moins bien sur les partis extrémistes. Le type de scrutin n'empêche pas les inégalités qui sont souvent aussi choquantes qu'avec le scrutin à un tour. La représentation proportionnelle a des effets assez nets qu'il faudra cependant nuancer. Comme l'écrivait aussi le doyen Duverger, la représentation proportionnelle tend à la formation d'un système de partis multiples et indépendants. Donc, selon Duverger, ce système est beaucoup plus favorable à permettre l'émergence de petits partis. En effet, toutes les formations ont une chance d'avoir des élus et représentent donc les candidats. Elles n'ont pas besoin de conclure des alliances. Il résulte que ces alliances seront ensuite conclues au sein de l'Assemblée, souvent au mépris des promesses faites aux électeurs. Et nous le subissons actuellement au Sénégal. En effet, en définitive, on se contentera de dire que le choix d'un mode de scrutin dépend souvent
de pure considération matérielle qu'on choisit un système électoral en fonction de l'avantage qu'on espère. Et moi, je rajoute que c'est ce qui nous a menés, nous, en tant que Sénégalais dans ce pays, en tant que Sénégalais, c'est ce qui nous a menés ici, parce que chaque président vise à mettre en place les modes de scrutin qui l'arrangent, il vise à mettre en place un code électoral qui l'arrange, il vise à mettre en place un moyen de contrôler l'électorat sénégalais. Et cela, pour veiller à ce que cela ne passe plus, il faut que les Sénégalais soient conscients de leurs droits, il faut qu'ils comprennent et qu'ils connaissent comment voter. Parce que le vote, ce n'est pas une question d'argent, le vote, ce n'est pas une question de copinage, le vote, ce n'est pas une question de relation, de lien familial ou autre. Le vote est bien plus, parce que ça permet d'aider. C'est à travers le vote que les candidats seront dans l'obligation, seront contraints de respecter les Sénégalais. Si le Sénégalais ne connaît pas comment voter et il doit voter à l'égard de qui, à coup sûr, on risque de tendre vers la monarchie, c'est-à-dire une personne qui restera au pouvoir et qui va à chaque fois réviser la Constitution par rapport à ce qui l'arrange au détriment de 20 millions de personnes. Donc, il faut qu'on soit attentif, il faut que nous essayions de voir notre manière de faire et notre manière de voir. Et d'une manière beaucoup plus simple, je m'arrête là-bas en redonnant la parole à Youssou, Prési, et je pense que j'ai répondu à la question de qui m'avait posé la question. J'ai répondu à la question de cas. C'est cas, hein? Choban, je pense. Choban. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Éventuellement, s'il y a d'autres questions, je suis preneur. Merci. Merci, Massamba. S'il y a d'autres questions, Mam Khadim, tu as la parole. Tu peux réactiver ton micro par toi-même. J'ai changé de paramètre. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous me recevez? Bonjour, Khadim. Voilà, merci. Moi, j'avais juste une question par rapport au tranche d'âge pour être candidat. Je pense que c'était ça. Khadim, si tu peux parler un peu plus haut. Alors, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Voilà. Bon, je vous remercie, professeur, pour tous les éclairages que vous avez amenés concernant le sujet. Moi, j'avais une question pour les tranches d'âge. Je pense que c'était de 35 ans au minimum et 75 ans au plus. Donc, pour être candidat, je pense que c'était ça. Maintenant, est-ce que c'est valable pour toutes sortes d'élections qu'on organise ici au Sénégal, c'est-à-dire présidentielles ou locales ou d'autres? Ou bien c'était juste pour le 35 ans, de 35 ans à 75 ans, c'était juste pour l'élection présidentielle. Parce que si je vous ai entendu, vous avez dit qu'on a copié donc, les lois françaises. Et il y a bien longtemps, j'ai entendu là-bas qu'il y a un maire de 19 ans ou quelque chose comme ça. Je m'en étais pas bien renseigné. Mais est-ce que c'est les tranches d'âge, donc pour les locales, c'est différent ou pas? C'est ce que je voulais savoir. D'accord, merci. Merci pour la question. Oui, logiquement, c'est les tranches d'âge quand il s'agit d'élections présidentielles. Je sais que le principe, ce sont les élections présidentielles. En principe, c'est 35 ans, de 35 ans à 75 ans, les tranches d'âge. Mais au Sénégal, en France, vous pouvez voir un maire de 19 ans, parce qu'il y a beaucoup plus de démocratie en France qu'au Sénégal. Mais il faut comprendre qu'au Sénégal, je ne vais pas être sceptique, mais je ne pense pas que tu vas voir même un maire de 30 ans. Là-bas, tu peux voir un maire de 19 ans, mais au Sénégal, je ne pense pas que tu verras un maire de 30 ans. Parce qu'à 30 ans, le jeune, ici au Sénégal, se cherche déjà. Il se cherche. Là-bas, à 19 ans, peut-être les jeunes sont beaucoup plus visionnaires que nos jeunes. Je ne fais pas de comparaison, mais je vous explique seulement. Il faut comprendre aussi que le code peut donner des principes et après, les décrets d'application peuvent donner les exceptions ou bien peuvent préciser éventuellement la tranche d'âge. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âge doit être compris entre 35 ans et 75 ans. Parce que sinon, je pense que nous aurons des personnes ou bien des maires qui auront
qui auront 80 ans ou bien 100 ans même et postuler pour être des maires. Et ça, on le voit dans d'autres pays. Donc, cela ne veut pas dire que ce n'est pas valable dans un pays comme le Sénégal. Parce que nous avons le même système législatif. Toute l'Afrique francophone dispose des mêmes codes que la France d'après 1960. Et vous pouvez faire le constat. Cherchez partout dans les pays de l'Afrique francophone, même on a copié les mêmes codes français. Les mêmes codes français sont copiés. Ils sont toujours là. Et l'autre problème, c'est que pourquoi nous, en tant que juristes, on n'essaie pas de réajuster, on n'essaie pas de réactualiser et de rendre ces codes beaucoup plus pour que ça soit, en fait, pour qu'on nous ayons nos réalités, pour que les réalités juridiques africaines puissent figurer dans nos codes. C'est ça le souci, en fait. C'est ça le combat que la jeunesse doit porter. Mais dis-toi bien qu'en principe, cette tranche d'âge est valable aussi bien pour l'élection présidentielle que pour les autres élections. Maintenant, il peut y avoir des limites, il peut y avoir des restrictions par rapport à l'âge ou bien un fort élargissement par rapport à l'âge pour permettre maintenant à la jeunesse de participer à l'élection. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons pousser à la jeunesse à participer au développement de leur pays. Et cela n'est pas possible sans la politique. Et je crois que j'ai fini avec, voilà, avec la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est OK pour toi, Khadim? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc si j'ai bien compris Massamba, donc même s'il est âgé de moins de 35 ans, il peut être éligible comme maire, mais généralement dans nos démocraties, on voit rarement des maires de moins de 35 ans. C'est bien cela ou bien je me trompe? Voilà, rarement, on voit rarement. Même à 35 ans, il y a des gens qui ne veulent pas. Donc à partir de la majorité, on est éligible pour une élection locale ou départementale, à partir de l'âge de maturité, de majorité. De majorité, oui, logiquement. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous pouvez prendre la parole directement si vous le voulez. Oui. Khadim, tu as une autre question? Voilà, moi je vais revenir sur ma première question. Peut-être Massamba, je vais demander à partager quelque chose avec ta permission. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci précis. D'accord. Deux secondes, je cherche le texte. 2 secondes, je vais chercher le texte rapidement. Ça parle un peu du code électoral et de l'arrêté ministériel qui est sorti. Bon, je voulais beaucoup plus d'explications par rapport à ça. Je crois que je l'ai, hein? Est-ce que je ne l'ai pas? Voilà, là c'est bon. Je l'ai aussi. Tu l'as vu, hein? Voilà, je l'ai vu à nouveau. Je vais partager donc l'écran, c'est bon. Ce n'est pas un rapport sur la communiqué de presse. Voilà, en fait, c'est sur le montant de la caution. Ah, d'accord, oui. Oui. Voilà, je crois que tu m'avais interpellé sur ça. Dans le groupe Telegram. Je suis en train de le rechercher comme ça parce que je n'ai pas ma machine, malheureusement. Je me connecte à partir d'une autre. Est-ce que je ne l'ai pas? Moi, je vérifie. Je vérifie d'abord. Vous pouvez vérifier de votre côté, mais je pense l'avoir ici. Voilà, nouveau code électoral. Non, je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas par là. Je voulais lire ça dans son intégralité. Comme ça, vous pourrez me donner votre avis. D'accord. Ce n'est pas grave. Je vais peut-être l'ouvrir à partir de mon WhatsApp et essayer de le lire directement. D'accord. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, je vais regarder. Parce que c'est important. Il y a beaucoup de confusion par rapport à l'interprétation. Donc, il était important que nous, qu'on sache exactement de quoi il en ressort. Il est question du montant de la caution, mais comme il y a beaucoup de conjonctions de coordination, on dit départemental et municipal. On ne sait pas si les 15 millions, c'est seulement pour les collectivités locales, les locales, et 15 autres millions à donner si on veut être maire du département ou de la ville.
Il y a une confusion là-dessus. Attendez, je vais voir. Je fais la recherche rapidement. C'est bizarre que je ne le retrouve plus. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce décret-là par devers lui, cet arrêté ministériel-là par devers lui? Bon. Bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, hein, le temps que je retrouve le document, parce que c'est important quand même. Bon, je pense que, professeur, vous avez compris l'esprit de l'arrêté. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement en quoi consiste la caution et comment ça va se passer? Est-ce que, par exemple, pour Dakar, où on a N communes d'arrondissement, Biscuiterie, Dakar, je parle du département de Dakar, Biscuiterie, Fan.e, Colobane, Gueule Tapée, etc. Grand Dakar, donc il y en a plus d'une dizaine de communes d'arrondissement. Est-ce qu'on devra donner 15 millions, si on a un candidat, est-ce qu'on devra donner 15 millions par commune d'arrondissement, ou bien les 15 millions, c'est simplement pour tout le département de Dakar? Pour donner maintenant pour le département de Pékin, où il y a Pékin Est, Ouest, Nord, Guinaw Rail Sud et Nord, etc. Est-ce qu'on devra aussi donner 15 millions pour le département de Pékin, ou bien 15 millions par commune d'arrondissement, etc., etc. Donc, vous voyez un peu la logique. Donc, c'est ça la question. Moi, je pense que ça se fera par parti ou bien par représentant. Par exemple, même si, au lieu de parler, on va parler de la commune d'une manière générale. Au lieu de parler de département et de commune, parce que les élections, on les appelle les élections territoriales. Et en langage juridique, on aime trop jouer sur les mots. Même si on nous dit de commune et de département, le département maintenant n'est plus département au sens vertical du terme. Au sens vertical du terme, je m'explique. Parce que l'organisation administrative se fait à deux niveaux. Il y a une organisation verticale et une organisation horizontale. L'organisation verticale quitte le sommet, c'est-à-dire l'État, en passant vers des représentants, préfet, sous-préfet, gouverneur. Mais du point de vue horizontal, nous avons les communes. Nous avons les communes, mais c'est à cause des découpages administratifs qu'on parle maintenant de département, de communes d'arrondissement, etc., etc. Mais comme on a, avec l'acte 3 de la décentralisation, on préfère parler de communes pour laisser certains termes, communes rurales, etc., etc. Maintenant, ça va entraîner beaucoup de confusion. Le département peut être considéré comme circonscription administrative, comme il peut être considéré comme commune. Donc, ça veut dire que département et commune, du point de vue horizontal, c'est la même chose. La personne qui souhaite représenter cette commune doit verser une caution de 15 millions. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, allez-y. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, je vous suis. Voilà, la personne doit déposer une caution de 15 millions. C'est après dépôt maintenant qu'il pourra maintenant, on va vérifier s'il respecte les conditions d'éligibilité pour être maire. Parce que même si vous êtes du point de vue que ce soit départemental ou communal, à coup sûr, on vous appellera maire. Et le maire, c'est celui qui gère les affaires locales. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui, je vous suis. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, on risque de tomber sur un problème d'interprétation. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque candidat doit verser 15 millions comme caution qui va lui permettre de se présenter. OK. Bon, l'autre question, c'est que, par exemple, bon, j'en ai vu des maires candidats à Rufisque qui étaient maires d'une commune d'arrondissement à Rufisque-Ouest, il me semble.
À un moment donné, je pense que maintenant, il vise la mairie de la ville, c'est-à-dire le département de Rufisque, avec tout ce qu'il y a derrière comme commune d'arrondissement, Sébikotane, Sangalkam, Rufisque Nord, Sud, Est, Est, Ouest et Sud, Nord du moins, etc. Donc, est-ce que lui, il ne va pas être sur la liste de la commune d'arrondissement, mais il va être sur la liste départementale, tête de liste pour être le maire de la ville? Comment ça se passe exactement? Et qu'est-ce qu'il doit donner comme caution? Parce que je suppose que, suivant votre explication, pour les communes d'arrondissement, chaque candidat doit donner les 15 millions. Maintenant, s'il se dit, j'ai été maire d'une commune d'arrondissement, maintenant j'attaque la ville, est-ce qu'il doit donner 15 millions seulement pour le département, ou bien est-ce qu'il doit donner pour toutes les communes d'arrondissement? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Non, revenez sur la question. C'est-à-dire, il veut être candidat pour la ville, le département. Il veut être candidat pour la ville. Pour la ville. Vous savez qu'il y a des communes d'arrondissement, donc c'est inscrit dans le département. Tel qu'actuellement, ils ont fait le découpage. Donc, il y a des départements, il y a des communes d'arrondissement. Maintenant, lui, il veut être le maire du département de Rufisque, ou bien de la ville de Rufisque. Maintenant, lui, il doit donner seulement 15 millions en tant que candidat pour le département, ou bien il doit donner pour chaque commune d'arrondissement. Comment ça se passe exactement? Est-ce que lui aussi, il doit d'abord briguer une commune d'arrondissement à l'intérieur du département avant de se prévaloir d'être candidat pour le département? Avant d'être candidat pour le département? Oui. Déjà, nous savons déjà que maintenant, avec cette réforme, on nous a dit que les maires sont élus au suffrage universel direct. Oui. Ça, je ne sais pas si vous avez suivi que ça a changé. Et ce qu'il faut comprendre aussi par là aussi, c'est que moi, j'ai toujours défendu l'idée du suffrage universel direct, mais local. OK. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas, chaque maire doit donner sa caution pour sa candidature, mais pas pour les autres candidats, pour les autres communes. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, allez-y, je vous suis. Chaque maire doit donner les 15 millions, ou bien chaque candidat doit donner les 15 millions pour prouver qu'il est de bonne foi et il peut. Parce que les 15 millions, c'est pour limiter. C'est pour limiter que tout le monde, parce que sinon tout le monde allait devenir maire. Il faut les limiter et décourager certaines personnes qui vont se dire que non, donc c'est facile d'être maire, donc il faut faire ça seulement pour être maire. Maintenant, si on dépose les 15 millions, ça prouve maintenant qu'on peut faire quelque chose pour sa communauté. Donc, on est concerné par la commune. Concerné. OK. Voilà. Donc, la commune qu'on veut gagner, il nous faut faire un minimum de sacrifice pour cette commune. Ce qui veut dire que donc, c'est valable pour lui, mais les autres communes ne doivent pas le concerner. Parce qu'il n'est pas candidat des autres communes. Il est remboursable aussi, hein? Il est remboursable, oui. Il est remboursable, oui. Je pense 15 jours après les élections. OK. Maintenant, quand il s'agit d'élections législatives ou présidentielles, souvent, on exige aux candidats un minimum de voix. Il y a un minimum de voix que chaque candidature doit avoir. Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Hein? Voilà. Donc, oui. Je cherchais sur le code cette partie pour que ça soit beaucoup plus clair. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. Moi, j'ai devant moi l'arrêté. Voilà, c'est ça que je cherche. Je peux vous lire. Donc, vous pouvez partager. Attends, je prends la main. Hein? Okay. Ou bien vous pouvez même me donner l'article directement. C'est sur un site là. Je reprends la main. Voilà. C'est bon. Est-ce que vous recevez mon écran, hein? Oui, c'est bon. Il faut juste zoomer un peu.
C'est bon? Voilà. Il y a beaucoup de pubs. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc là, l'article premier, il est dit en application des articles L247 et L282 du Code électoral, le montant de la caution en vue de la participation aux élections départementales d'une part et aux élections municipales d'autre part est fixé à 15 millions de francs CFA pour chaque type d'élection. Moi, la question ici, c'est qu'aujourd'hui, si on a une liste qui participe aux deux élections, départementales et municipales, il va verser 30 millions. C'est bien ça, hein? Logiquement. OK. Logiquement. Parce que là, en application des articles L247, j'ai l'article 247. Les listes de candidats sont astreintes au dépôt d'une caution qui doit être versée à la Caisse des dépôts et consignations par le mandataire du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l'entrée regroupant des personnes indépendantes. Le montant de la caution est fixé par arrêté du ministre chargé des élections. Après avis des partis politiques légalement constitués des coalitions de partis politiques ou des entités regroupant des personnes indépendantes, au plus tard 150 jours avant celui du scrutin. Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cette caution est remboursée dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats de la liste à la liste de candidats ayant obtenu au moins un conseil départemental élu dans chaque département où la liste se sera présentée. Vous avez vu, donc même le remboursement, il y a des conditions. Même pour le remboursement, il y a des conditions. Si la liste ne se présente que dans un seul département, le remboursement de la caution n'est effectué que si elle obtient au moins trois conseils départementaux élus. En cas d'élection anticipée, le montant de la dernière caution est maintenu. Donc, cet arrêté vient juste éclairer les dispositions législatives. Le montant de la caution en vue de la participation des élections départementales d'une part et aux élections municipales d'autre part est fixé à 15 millions de francs CFA pour chaque type d'élection. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Pour chaque type d'élection, je crois que ça précise tout. Pour chaque type d'élection, on en a deux, départementales et municipales. OK. On en a deux, départementales et municipales. Même si c'est une coalition, il y a deux entités à gagner. Ce qui veut dire que donc, la caution est fixée à 15 millions pour chaque type d'élection. Ici, ce type d'élection ne renvoie pas aux élections législatives présidentielles, non, mais renvoie aux élections départementales et municipales. Donc, si je comprends bien, si on veut aller à Dakar, par exemple, supposons qu'on prenne le département de Dakar, si on va avoir un candidat pour être maire, pour le département, et un autre candidat pour les communes d'arrondissement, on va verser 30 millions pour Dakar. Normalement, selon ma compréhension du texte. Parce qu'il y a ce mot-là qui précise pour chaque type d'élection, et on a deux types d'élections. Pour chaque type d'élection, et on a deux types d'élections. Ça allège, parce que moi, si j'avais compris que c'est pour chaque commune d'arrondissement, là, ça allait être trop lourd, en fait, financièrement à apporter. Non, financièrement, les gens qui veulent être maires même ne pourront pas le faire. Ça allait être excessif. Donc maintenant, comme l'article n'était pas très clair... Et cela ne se limite pas... Parce que l'article n'était pas très clair. Donc, c'est pourquoi même on avait sollicité un webinaire de ce genre-là pour élucider tout cela. Parce qu'il y a des termes juridiques. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de conjonctions de coordination et tu ne sais pas comment l'interpréter. Voilà. C'est le droit. C'est pourquoi j'ai cherché en fait les articles 247 et 282. J'ai déjà lu l'article 247. Voilà. Mais si on revoit l'article 282, l'article 282 peut nous aider aussi à mieux comprendre. OK. Peut nous aider à mieux comprendre. Voilà, 282. Là, c'est 282 nous dit que les listes de candidats sont astreintes au dépôt d'une caution
qui doit être versé à la caisse des dépôts et de consignation du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l'entité regroupant des personnes indépendantes. Le montant de la caution est fixé par arrêté du ministère chargé des élections après avis des partis politiques légalement constitués, des coalitions des partis politiques ou des entités regroupant des personnes indépendantes au plus tard 150 jours avant celui du scrutin. Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cette caution est remboursée dans les 15 jours, suivant la proclamation des résultats à la liste des candidats et obtenu au moins un conseil. C'est pourquoi je disais que le remboursement exige les conditions aussi. Si la liste ne se présente que dans une seule commune, au moins un conseiller dans, on a dit dans le département. Au moins un conseiller municipal élu dans chaque commune. On n'a pas dit département, dans chaque commune. C'est pourquoi je parlais que département et commune, quand on dans un contexte d'élection locale, ça renvoie toujours à commune. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est clair. Voilà. Oui, Donc, oui, professeur. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Parce que, bon, moi, je pense un peu comprendre la question de Youssou. Et peut-être ici, moi, je pense que ici, la question de Youssou, c'était de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, pour une liste donnée, il va verser autant de cautions que de communes où il veut postuler, quoi. Ou bien, est-ce que la caution, c'est juste par rapport à la liste? C'est-à-dire que si, par exemple, une liste décide d'aller au départemental ou au municipal, il va donner juste de 30 millions pour couvrir l'ensemble de ses choix. Non. Je pense que c'est par parti. C'est par parti, hein? Par parti, oui. Okay, c'est par parti politique. D'accord. C'est pourquoi je disais, c'est par parti politique. Ok. Est-ce que c'est bon, Youssou? Youssou, c'est bien ça, non? Non, c'est clair. Bon, voilà, maintenant, l'enseignement que j'en tire, c'est que vaut de mieux aller au départemental et au communal, au municipal. Voilà. Parce que sinon, tu ne vas pas te faire rembourser. Ce serait dommage de déposer une liste pour simplement des communes et ne pas s'engager pour le département. Parce que si tu n'as pas de conseiller dans chaque commune, tu ne peux pas être remboursé. Donc, je me dis à la... Voilà, ça peut te léser. Voilà, ça peut nous léser. Bon, Voilà, je pense que c'est clair, ça veut dire qu'il va falloir avoir un conseiller dans chaque département. Donc, avant de s'engager, par exemple, pour Dakar, il vaudrait mieux qu'on ait des candidats partout, dans toutes les communes d'arrondissement de Dakar, et qu'on se batte pour avoir des conseillers municipaux. Maintenant, au vu des statistiques, quand j'ai regardé les chiffres, Dakar, la dernière élection, les dernières élections du mois, c'était 1 555 000, je pense, votants. Donc, si on prend le cinquième des 1 555 000, c'était 555 000, c'est à peu près 300 000 votants. Donc, nous, si on veut être crédible réellement, il va falloir qu'on ait au moins dans Dakar, dans le département de Dakar, tout confondu, il faudrait qu'on ait au moins 300 000 électeurs votants. Bon, ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup de travail à faire. Et puis, il faut qu'on s'arrange pour que dans chaque commune d'arrondissement, qu'on ait quand même le 5e ou bien le quart des votes minimum. Bon, moi, je pars sur ce principe de quart votant ou bien de 5e votant. Mais après, c'est la stratégie. Peut-être on en discutera plus tard. Mais c'est toujours bon de savoir que maintenant, il va falloir qu'on aille carrément pour le département de Dakar et peut-être pour les autres départements aussi, Rufisque et Pikine. Voilà. Non, tout dépendra de la force qu'on a dans chaque département pour voir quelle stratégie il faut mettre en place. Sinon, peut-être penser à s'allier avec d'autres personnes. Ce n'est pas à exclure. Mais s'il le faut, parce que la coalition ne peut pas être écartée, mais juste chercher les personnes à qui s'allier. C'est juste ça le principe. Ne pas s'allier avec n'importe qui et chercher des personnes qui peuvent vous permettre au moins d'augmenter le code de popularité. Moi, c'est ce que je pense. Effectivement. Voilà. C'est ce que je pense. C'est-à-dire avoir le maximum d'électeurs, faire le moins de promesses possibles, dire ce qui est objectivement réalisable, et je pense que ça peut passer. OK. La date limite pour déposer la caution au niveau de la Caisse des dépôts et consignations, c'est, j'ai vu un délai qui a été donné, je pense. Il y a un délai, oui. Attendez, je vérifie.
Tout à l'heure, Choban l'avait lu, ou bien c'est non, c'est au niveau de l'article qu'ils l'ont lu. C'est au niveau de l'article. 150 et quelques, je ne sais pas. Combien de jours avant la date des 150, oui, 150 jours avant la date du scrutin. 150 jours, c'est à peu près avant la date. 20 150 jours. Si on le divise par 4. Bon, c'est 5 mois. C'est 5 mois. 5 mois, voilà. Si on divise par 4. Oui. C'est juste, hein, parce que c'est janvier. C'est très juste même. C'est janvier. Nous, on est déjà en septembre. C'est sûr que c'est 150. On est en septembre. Hein? Là, il reste 3 oui, 5. Est-ce que c'est pas 4? 4 mois et quelques semaines. 150 jours, tout le monde est fort clos. Hein? Mais Youssou, tout le monde est fort clos. Youssou, oui. Tu sais le pourquoi les membres de l'opposition ont décidé de se coaliser? Oui. Ça en fait partie. Ah oui. Oui, ça en fait partie. C'est fort clos. Ça en fait partie. Les gens sont et ça permet aux membres du gouvernement, c'est-à-dire ça permet au parti au pouvoir, dès lors qu'il a les moyens nécessaires, parce qu'il a un fonds politique. Ce qui veut dire que lui, pour financer les potentiels candidats, il n'a pas de problème de décaisser, par exemple, même si on disait que chaque commune doit décaisser, chaque potentiel candidat doit dépenser 15 millions comme caution. Lui, il n'a pas un problème pour décaisser 600 millions pour ses candidats. Mais ici au Sénégal, par exemple, si c'était le cas, quel parti politique ou bien quelle coalition pouvait décaisser 600 millions ou bien 60 millions pour les déposer sous forme de caution? C'est pas possible. Moi, j'avais entendu même s'il est bien début novembre pour la date butoir, vers le 11 novembre. Mais je vais me renseigner davantage. Parce que là, moi, j'avais tablé sur ça pour qu'au moins, si on finalise l'AG pour introduire tout ce qui est récépissé, en même temps, dans la semaine, cette semaine-ci, qu'on attaque tout ce qui est stratégie pour aller au local. Ça nous donnera le temps de lever les fonds, de voir quelles cotisations fixées pour les membres, etc. Mais si jamais on est faute clos, là, ça va être compliqué quand même. Non, je pense qu'on peut en parler à l'Assemblée générale, si possible. D'accord. Comme ça, chacun pourra d'abord y réfléchir, et apporter ça, au moins ses pensées. On va essayer de voir. OK. Je pense que c'est mieux d'en parler en présentiel lorsqu'on va se voir. Le temps qu'on se renseigne sur la date d'abord, parce que la loi dit 150 jours à compter déjà de l'arrêté et autres. Donc, on peut vérifier. On peut vérifier. Si c'est 150 jours, déjà on est septembre, donc il reste que 3 mois dans l'année à part septembre. Donc, supposons même qu'on rajoute septembre, ça fait 4 mois. 22 janvier, fin du mois, donc ça fait 5 mois, on est faute clos. Mais je vais me renseigner davantage pour qu'on puisse en parler en AG, comme tu as dit. D'accord, je pense qu'on peut faire ça. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que moi, je vais prendre le temps de relire le nouveau code, de l'éplucher pour voir plus de détails. Parce qu'il y a des choses qu'on a changées apparemment. Sûrement. Je pense pas. Il y a des choses qu'on a changées, j'ai vu. Je vais relire le code. Peut-être après, je vais te revenir. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Les gens peuvent réactiver leur micro s'ils le veulent. Oui, s'il y a des questions. Mboyaka, Mustafa Ba, Landing, Choban, Johane, Marie. Voilà, c'est eux qui sont présents. Donc, c'est bon. Je pense que s'il n'y a pas de questions, et que si vous avez aussi un autre thème à proposer pour une prochaine fois, vous pouvez proposer, comme ça, on va voir comment le préparer et éventuellement faire l'exposé. D'accord, moi, ça ne me pose pas de problème. Je pense qu'on peut les libérer tout le monde, comme il est 13h24 déjà. Laisser aux gens le soin de jouir un peu de leur week-end.
D'accord. Ce qui est important à retenir, c'est que, bon, déjà, c'est enregistré. Donc, on va partager dans le groupe Telegram pour ceux qui ne sont pas présents. Bon, les femmes, généralement, le matin du samedi, quand même, elles sont très prises, très occupées. Oui. Bon, j'ai constaté aussi, il y en a beaucoup qui m'ont fait des messages comme quoi ils ont du mal à se connecter. Oui, j'ai bien de voir sur Telegram. Avec le community manager, on va travailler pour trouver une plateforme plus souple qui nécessite qu'un clic sur un lien pour accéder au webinaire. Voilà, Zoom est assez compliqué. Je pense qu'on va changer un peu de plateforme pour permettre à ce que le maximum de membres puissent participer à ces webinaires-là. Tout en rappelant que ce webinaire-là, c'est le premier du nom dans le cadre de l'école du Millennium, l'école du parti. Donc, le professeur Massamba Ndiaye va animer d'autres sessions de ce genre, donc sur le code électoral ou bien sur d'autres sujets qui touchent ses domaines de compétences. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je tiens d'abord à remercier le professeur pour sa disponibilité, pour la clarté de l'exposé. Je pense que déjà, cette question-là qu'on vient d'évacuer était importante à élucider. Donc, merci pour la disposition, l'engagement, et on se dit à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres webinaires. Inch'Allah. Si vous avez un dernier mot aussi, allez-y, il n'y a pas de souci. À part moi, je remercie tout le monde. Et je vous dis aussi que les critiques, les suggestions sont les bienvenues. Donc, si vous avez aussi, vous pouvez nous suggérer aussi d'autres thèmes, éventuellement, qu'on va préparer et on va venir débattre, on va en parler. Donc, on peut en parler dans le groupe Telegram. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, si vous avez aussi des propositions de thèmes à développer, comme ça, on va voir, comme si on le fait par quinzaine ou bien chaque mois, des thèmes qu'on va prendre pour permettre aux militants de mieux comprendre certaines notions juridiques, parce que ça peut nous aider. Voilà, donc merci Prési, merci à tout le monde. Merci professeur et bon week-end. On se retrouve demain, Inch'Allah, à l'AG. Inch'Allah, je vais vous rappeler pour l'endroit. D'accord. Et l'heure, c'est à quelle heure? C'est le matin, hein? C'est le matin. On va commencer à 10h, terminer vers 13h maximum. Bon, le programme va être partagé dans le groupe tout de suite. On a finalisé le programme et tout. Donc, c'est au complexe Léopold Sédar Senghor de Pékin, la salle du conseil départemental. D'accord. Donc, les gens on a décidé de faire ça en mode restreint parce que c'est histoire de formalité pour introduire nos papiers pour la reconnaissance juridique. Bon, mais un AG n'est jamais banal. Une assemblée générale du moins n'est jamais banale. Mais le contexte de pandémie a fait qu'on n'a pas voulu trop en faire un lieu de rassemblement. Ce n'est pas trop responsable. Voilà, donc on va y aller avec le respect de tout ce qui est gestes barrières, etc. Des mesures, d'accord. Voilà. Le contexte l'oblige un peu, quoi. Bon, maintenant, après, on va organiser une autre rencontre avec tous les membres, en tout cas ceux qui seront disponibles, une rentrée politique, carrément. D'accord. Voilà. C'est bon. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Donc, merci et bon week-end. Merci beaucoup. Merci à demain. à vous aussi. Bon week-end.